Bonsoir et bonjour chers internautes, nous sommes très contents de vous avoir nombreux ce soir. Nous sommes le lundi 2 novembre 2020. Appelez-moi Frédéric Bigou-Kayabou. Nous sommes sur la chaîne YouTube RDC Nouveau Départ, mais également sur la page Facebook portant le même nom. Comme d'habitude, nous avons, n'est-ce pas, l'obligation de vous remercier pour l'intérêt que vous attachez à notre émission. Le fait pour vous de partager notre chaîne, nos émissions, de commenter. Le fait pour vous, n'est-ce pas, de vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup pour la confiance. Nous ne le dirons jamais assez. Notre chaîne a pour objectif, n'est-ce pas, de sensibiliser, d'informer, sans manipuler. Et nous avons notre thématique ou bien notre trilogie, n'est-ce pas, à savoir justice, paix et développement. Et donc, notre trilogie, c'est bien même notre ligne éditoriale. Nous sommes un penseur libre, nous ne sommes pas partis de membres des partis politiques. Nous pensons, nous analysons et nous partageons en toute liberté et dans le respect des droits des autres. Aujourd'hui, nous allons parler de la question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement. Il s'agit de l'accord dit secret signé entre Joseph Kabila, l'ancien président congolais, et M. Félix Tshisekedi, qui est actuellement en fonction. C'est un accord secret et un accord aussi appelé un accord de paix et de stabilité en RDC. Pour cela, nous aurons notre invité, Maître Didier Bitaki, que vous allez découvrir si c'est votre première fois, n'est-ce pas? Mais qui est aussi notre invité d'habitude, habituel. Mais dans cette émission, nous aurons deux parties. La première va consister, pour notre invité, à répondre aux questions que nous allons lui poser et de nous faire son opinion par rapport au dit accord. Est-ce que la RDC est un objet de commerce? En d'autres termes, la RDC est-elle dans le commerce? C'est la question principale. Dans la deuxième partie, je vais maintenant devoir donner mon analyse, mon point de vue par rapport à ce sujet. Sans plus tarder, n'est-ce pas, nous allons devoir appeler notre invité, Maître Didier Bitaki, pour, n'est-ce pas, l'écouter. Qu'est-ce qu'il lui pense par rapport à cette problématique, l'accord secret? Il y a beaucoup d'accords. L'accord de Remera, Afdel, Kabila, Laurent Kabila et le Rwanda. Et maintenant, il y a encore l'accord secret entre Félix et Kabila, Joseph Kabila. Donc le Congo, ça fait partie, n'est-ce pas? Ça devient une chose, une propriété privée, comme du temps de Léopold II, où les gens doivent se partager le pays comme ils l'entendent. Bonsoir, Maître Didier Bitaki. Bonsoir. Vous êtes sur la chaîne YouTube RDC Nouveau Départ, mais également la page Facebook portant le même nom. Nous sommes très heureux de vous savoir, n'est-ce pas, de vous recevoir sur notre chaîne pour, n'est-ce pas, nous donner votre point de vue par rapport à ce qu'on appelle l'accord secret Félix et Joseph Kabila. Est-ce qu'un accord, est-ce que la RDC était un objet du commerce ou en d'autres termes, la RDC peut-elle faire partie du commerce? Quelle est votre opinion par rapport à ça? Merci beaucoup pour cette question. Surtout, elle est posée, elle est à temps à former. Tout d'abord, je voudrais rappeler que Kabila, en tant que citoyen congolais, est libre de conclure tout ce qu'il peut conclure à titre privé. Dit également, les deux hommes, quand ils se rencontrent, ils discutent, ils semblent confondre la République démocratique du Congo de leur propre héritage. Et là, c'est déplorable. Je pense que les circonstances dans lesquelles ils ont conclu cet accord se caractérisent par une activité entre deux hommes en privé qui traitent de leurs questions apparemment totalement privées. Ça n'a rien à voir avec l'État congolais parce que nulle part où il est écrit que au nom de la République démocratique du Congo, moi Kabila, je signe avec
au nom de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi. Ça n'existe pas. Donc, pour moi, je considère cet accord comme un fait privé qui n'a aucun rapport avec la conduite des affaires de l'État. Et c'est cette confusion-là que je dénonce d'ailleurs en passant, qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit du côté de l'IDPS, donc du cash comme du côté du FCC, on cherchait à privatiser la notion de l'État, en faire une affaire privée entre des individus, au lieu que cela engage le peuple et ses représentants. Nulle part au monde où il y a encore entre deux individus a été placé sous la tête de toute une nation, 90 millions de Congolais. Il faut avoir du respect pour le peuple. Pour moi, je considère cet accord comme nul et demi-effet. Il n'a aucune force juridique devant être opposable au peuple congolais. Donc, lorsqu'il s'agit de disputes autour de sa mise en œuvre entre les deux contractants, il faut leur laisser le temps de régler leurs différends entre les deux hommes. Cela ne doit pas concerner la nation ou engager la nation dans un débat que j'appellerais des pas étages. Ça, c'est un débat primaire qui ne doit pas embrouiller toute la nation, au lieu que les institutions se focalisent sur leur propre fonctionnement et la vie des citoyens congolais. Elles sont en train de se tourner vers les deux privés qui ont conclu un accord frauduleux d'ailleurs, parce qu'ils parlent au nom de l'État. Et moi, je conseillerais à tout le monde sincèrement, impliqué dans cette démarche, de bien vouloir comprendre qu'ici, il s'agit de la République démocratique du Congo et non de la parcelle privée de M. Joseph Kabila Kabange, moins encore de la parcelle de M. Tshisekedi. Ce sont deux individus qui doivent régler leurs problèmes entre eux, mais tout en laissant la nation vivre tranquillement. Merci beaucoup. Selon pour résumer, vous venez de dire que cet accord n'a aucune valeur parce que la RDC n'est pas la propriété privée entre Joseph Kabila, ou Félix Tshisekedi. Et les deux ne peuvent pas ou ne doivent pas engager toute la nation et paralyser, n'est-ce pas, la vie de toute une nation qui est la République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour cette intervention si brillante. Et donc les Congolais, vous avez compris que l'accord ne peut engager que deux personnes et que la RDC ne peut pas entrer dans les commerces. Parce que la RDC, en tant que pays, un État, n'est pas une propriété exclusive de deux parties ou de deux personnes, des individus ou bien un groupe d'individus. C'est ce que nous pouvons, n'est-ce pas, comprendre des explications données par notre invité, Maître Didier Bitaki, par rapport à cette première question. Donc, cet accord n'a aucune valeur et il est... Cet accord n'a aucune valeur juridique d'abord, oui, parce que c'est un accord qui n'a même pas été notarié, donc il n'est nulle part reconnu par l'État. Peu importe la présence des gens qui devraient témoigner ou peut-être en prendre part ou participer aux discussions, peu importe leur qualité, quel que soit, disons, leur degré de responsabilité ou de hauteur d'autorité, ces gens-là ont participé à justement une convention privée. C'est un acte privé qui n'a pas de valeur juridique. Fallait-il encore que cet accord soit ratifié, disons, soit notarié pour qu'il ait une certaine valeur juridique considérable. Mais c'est un document qui existe entre une convention entre deux individus, encore que les deux sont privés par rapport à l'État congolais. Je ne vois pas les sceaux de la présidence sur les documents. Je ne vois pas non plus les sceaux de l'IDPS. Je voudrais rappeler ici que M. Tshisekedi a compris ces documents-là, disons, dans ces discussions avec Joseph Kabila. Dans un cadre qui est vraiment privé, il a engagé l'IDPS, il n'a engagé pas la République démocratique du Congo. Kabila parlait au nom, il parlait à son propre nom comme étant chef d'une organisation politique, notamment les FCC ou alors le PPRD soit-il. Mais il n'a pas dit qu'il engage comme le président de la République. Le nom de Kabila est cité individu et le nom de Tshisekedi cité également individu. Donc, individuellement, ils ont compris quelque chose qui n'a aucun impact, aucune valeur juridique. Ça doit avoir des incidences sur la vie de la nation. Donc, il faut qu'ils règlent leurs mésententes entre eux, mais la nation doit vivre telle qu'elle se doit. Voilà ce que ça fait. Mais maître, vous venez de dire que les deux parties contractantes, si je peux le dire, n'est-ce pas,
encore que cet accord soit vrai et juridiquement, ça ne l'est pas, comme vous venez de le dire. Les deux parties contractantes, n'est-ce pas, engager leurs partis politiques respectifs. Mais s'agissant de Joseph Kabila, il était encore en fonction. Il était encore en fonction, vous savez, quand l'accord était signé, il était encore en le pouvoir, moi je veux vous garantir 1, 2, 3, 4. Est-ce que le pouvoir se discute dans une chambre des individus? Est-ce que le pouvoir se discute ou se négocie? Pourquoi alors on a organisé les élections? Tshisekedi commence à engager la nation à partir du moment où il a été proclamé vainqueur des élections. C'est là qu'il devient chef de l'État, il engage la nation. Kabila cesse d'être président de la République à partir du moment où il procède à la remise des reprises de manière officielle et la prestation de serment de son successeur. Maintenant, entre Kabila et Tshisekedi, au moment où les élections n'avaient pas encore eu lieu, parce que l'accord est supposé avoir été signé juste avant le 18 décembre, dites-moi alors Tshisekedi agissait à quel nom? Au nom de la République ou à son propre nom? Kabila agissait à quel nom? Au nom de la République ou à son propre nom? C'est un acte privé engageant des individus dans une quelconque attente qui n'a pas d'impact sur la notion de la République. Donc cet acte-là, aujourd'hui on en discute, mais moi je ne donnerai pas non plus Tshisekedi raison de pouvoir en faire un problème lorsqu'on on le rappelle à ses obligations du fait qu'il a d'abord commis un acte de faux et usage de faux en concluant cela tout en engageant une république qu'il n'avait pas encore dirigée à l'époque. Je pense qu'il faut que lui-même se remette en cause tout en disant j'ai commis une erreur dans une discussion privée où j'ai engagé l'État ou le pays congolais. S'il y a des obligations auxquelles Kabila doit répondre sur le il doit y répondre. Et s'il n'y a pas de problème juridique auquel Kabila doit faire face, alors là, on les laisse tranquilles. Mais s'il y a des problèmes et qu'il doit se réfugier derrière un quelconque accord qui a existé entre lui et un autre privé, ça ne le couvre pas. Il doit subir la rigueur de la loi. C'est comme ça qu'il faut considérer ce dossier. Merci beaucoup pour votre contribution ce soir. Mais on a un petit problème. Je pense qu'au début, l'émission le son n'était pas bon. On a connu un petit problème technique. Mais nous allons rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes en train de discuter, de parler de la question de l'accord secret conclu entre Joseph Kabila, qui est l'ancien président de la République démocratique du Congo, et Félix Tshisekedi, qui est l'actuel président en fonction. Et nous sommes partis, n'est-ce pas, de la question de savoir si le dit accord est légal ou le dit accord a une valeur juridique. Est-ce que deux individus peuvent-ils engager toute une république? Est-ce que la RDC est
est un objet qui peut entrer dans les commerces. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ces questions, d'en discuter avec notre invité spécial, Maître Didier Bitaki, qui, dans son intervention, démontre que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi n'ont pas le droit d'engager l'État congolais lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de questions nationales, notamment conclure un accord qui va porter sur la RDC, considérant cette dernière comme une chose. Et donc, il n'y a aucune valeur juridique, selon lui, et qu'on ne doit pas, n'est-ce pas, perdre de vue à l'essentiel. Donc, il y a des questions qui sont très importantes à régler au sein de la société congolaise et pas nous parler, nous embrayer de ces accords. Merci beaucoup, Maître Didier, pour cette intervention. Je poursuis avec la deuxième question. Oui. Comme c'est aujourd'hui que les concertations ont été ouvertes, les concertations pour ce qu'on appelle l'union sacrée, selon les discours du président prononcés récemment. Pensez-vous que c'est une opportunité pour Fayoulou et Lamouka, n'est-ce pas, de venir présenter leur cahier de charges parce qu'ils ont toujours crié à la crise de légitimité? Pensez-vous que c'est une opportunité pour Joseph Kabila d'attraper maintenant l'opposition Fayoulou pour, n'est-ce pas, l'anéantir? Voilà, ici, nous sommes en train de discuter sur des questions d'État et non des individus. Je voudrais rappeler cela en passant. Qui est Fayoulou au niveau de la République démocratique du Congo? Fayoulou est un ancien candidat qui a perdu les élections, mais qui représente une certaine opinion par rapport au quota, par rapport aux quotes qu'il a obtenues au cours de ces élections-là. Il a plein droit de revendiquer, comme tout acteur politique, de revendiquer quelque chose en termes de dividendes politiques par le simple fait qu'il continue à se considérer comme étant le président élu. Alors, je ne peux pas nier au président de la République de procéder par une quelconque consultation s'il le souhaite, dans le but de consolider l'unité nationale. C'est son droit. Mais réduire le problème de la République en une simple consultation où il écoute certaines personnes qui ont toujours été écoutées et qui considèrent que c'est cela finalement la voie de sortie du problème de la RDC, moi je ne pense pas. C'est un exercice politique, il a toujours reçu des gens à son cabinet. Il reçoit toujours, des gens lui demandent audience, il les voit. Ce n'est pas la première fois qu'il aura reçu Fayoulou. Fayoulou a rejeté plusieurs fois toutes les offres que le président Tshisekedi lui a proposées. Ça c'est connu. En plus, est-ce que l'objectif aujourd'hui pour le président de la République consiste à réconcilier les Congolais? Si c'est le cas, alors ce n'est pas dans un tel forum ou à travers un tel exercice qu'il pourra le faire. Donc il n'y aura pas de réconciliation parce que l'échange n'est pas contradictoire, et vous le savez. Mais si seulement il veut obtenir des conseils par rapport à l'appréhension ou la compréhension d'un certain nombre de Congolais, disons, qui seront consultés, à partir de là, ils peuvent lui prodiguer conseil équilibre, alors ce qu'il veut s'imposer, l'objectif est de chercher à ce qu'il calme la fureur ou l'hystérie de Fayoulou qui considère que son pouvoir lui a été détourné, reconnaître à travers ce soi-disant accord qui a été annoncé, mais on ne trouvera pas de solution à ce niveau. Il n'y aura pas de solution parce que le président risque de se retrouver lui-même jugé parti. Et en étant jugé parti, il ne peut rien proposer à Fayoulou qui se considère président au même titre que lui. De l'autre côté, cette initiative de procéder par des consultations nationales, je ne pense pas que cela soit une consultation nationale. Parce que là, on prend des opposants qui ont été dans le régime de Joseph Kabila, on prend des gens de la mouvance qui sont avec le président tout de suite, il n'y a rien qui a changé, il est en train de tourner à rond et
la conséquence de ces consultations, c'est que peut-être il aura de nouvelles idées à partir sur la base desquelles il pourra construire quelque chose de substantiel, mais il obtiendra encore une fois des mêmes gens qui le lui ont toujours dit. Donc là, il n'aura rien changé. Les consultations devraient par contre se faire entre les forces en présence, considérant l'importance de chacune des composantes. C'est comme ça, c'est ça ce qu'on appelle consultation. C'est-à-dire les peuples dans l'échange ouvert et à cœur ouvert, donc où ils se disent des vérités par rapport aux problèmes qui rongent la République, cet échange-là devrait jaillir, devrait sortir une certaine idée qui constituerait alors le leitmotiv ou le socle sur base duquel le président devrait se référer quand il veut faire quoi que ce soit. Mais quand il initie lui-même, il est à la fois arbitre et il est à la fois joueur. En ce moment-là, je ne sais pas. Est-ce que l'objectif est de chercher à convaincre la masse laborieuse qu'elle doit adhérer à l'idée du chef de l'État, encore que ce programme n'existe pas, parce que nous naviguons, mais il n'y a pas un programme du gouvernement, il n'y en a jamais eu, il n'en a pas, il n'a rien proposé. Alors, est-ce que c'est une façon de vouloir attirer tout le monde vers lui? Si c'est le cas, donc, il est bien parti en collaborant avec tout le monde. Mais si c'est dans le but, de changer la majorité parlementaire, il a déjà échoué. Comment? Il a déjà échoué parce que Fayoulou ne le lui donne pas. Fayoulou ne veut pas lui donner des béquilles. Assemblée pour la République n'a pas proposé de candidats aux élections législatives pour lui proposer des députés, quoique faisant partie de la MOUCA. La MOUCA, déjà coordonnée par Fayoulou, dit « Mes députés ne vont pas pactiser avec quelqu'un qui nous a volé la victoire ». Si c'est pour maintenant changer l'équilibre parlementaire et qu'il veut s'attirer la sympathie d'autres parlementaires afin qu'il constitue une nouvelle majorité présidentielle, la démarche est un échec. Et elle s'avère définitivement un échec dès le départ. Mais si l'objectif est de faire en sorte que l'unité nationale soit consolidée et que l'équilibre, disons, et que les choses restent telles qu'elles sont, mais qu'il y ait la paix. Il y ait la paix et la cohésion, la compréhension entre les forces politiques qui se trouvent au Parlement, parce que c'est là que la carte se joue. En ce moment-là, il faut l'encourager. Mais si c'est dans le but de perturber l'ordre établi déjà, qui est actuellement irréversible, donc, encore une fois, Kabila l'aura emporté sur lui. Merci beaucoup. Vous venez de soulever deux éléments très importants, à mon avis. Premièrement, oui. Félix, le président actuel, lui-même fait partie du problème et il ne peut pas convoquer les dites consultations tout en étant parti au problème. Donc, il doit être considéré comme juge parti. Et voudriez-vous dire que, ou bien voudriez-vous insinuer que l'intervention de la diplomatie ou médiation internationale était importante pour, n'est-ce pas, orienter ce débat? Ça veut dire des consultations au sein desquelles, d'une part, on aura les camps de la MOUCA qui plaident pour la légitimité, le respect des urnes, et de l'autre part, il y aura, n'est-ce pas, les camps de Félix Tshisekedi, qui est actuellement le président, et à côté desquels il y aura l'ancien président, le FCC, et il y aura aussi les FCC alliés. C'est ça que vous voulez dire? Je voudrais d'abord rappeler ici que ce qui se passe aujourd'hui est un fait, comment est-ce que je pourrais le rappeler? C'est inqualifiable. Quel est l'objectif? L'objet de ces consultations, c'est quoi? Il faut que ce soit clair. Si l'objet est de créer l'union sacrée autour de quoi, autour de qui et pour quel objectif? Vous voyez, j'ai pris trois éléments. J'avais dit, si l'objet des consultations actuelles est d'obtenir une nouvelle, donc de constituer une nouvelle majorité parlementaire, dans ces conditions, le président peut déjà arrêter, il a déjà échoué. Si l'objet de ces consultations consiste à pouvoir consolider l'unité nationale pour que tout le monde marche sur la même voie avec une même idéologie que nous avons un ennemi à combattre ou bien nous avons été l'objectif, nous voulons changer la vie de la nation, nous voulons concourir aux aspects de développement et du changement social. Dans ces conditions-là, tout le monde pourra donner une idée qui va aider le chef de l'État à pouvoir recadrer son action. Si l'objectif est plutôt
d'obtenir que les acteurs politiques en présence se comprennent entre eux, alors dans ces conditions-là, ce n'est pas lui qui est approprié, il n'est pas approprié à pouvoir diriger un tel débat parce que lui-même faisant partie du problème. Il fait partie du problème en ce sens qu'il est reproché d'avoir volé la victoire de Fayoulou. De deux, il lui est reproché d'avoir conclu un accord en privé, en cachette, avant les élections pour devenir président de la République. Donc, il est président par tricherie. En conséquence, il n'est pas président légitime. Alors, pour légitimer sa personnalité afin de diriger la République comme étant une autorité représentative, il faut que les acteurs politiques conviennent que nous te confions la responsabilité de diriger le pays pour les 3 ou les deux autres années, mais à condition que nous fassions un gouvernement d'union nationale au sein duquel se retrouve tout le monde. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Maintenant, on a affaire à un entraîneur d'une équipe, mais qui devient à la fois arbitre contre une équipe en face. Vous voyez? Donc, dans ces conditions, lui-même étant un problème, il est en train de résoudre un autre problème. Ça, c'est pour créer un autre problème. Vous comprenez? Alors, ça veut dire que aujourd'hui, la circonscription de cette action qu'il est en train d'envisager est totalement floue et ambiguë. Parce que nous ne savons pas quel est le camp qu'il faut attaquer. D'un côté, il y a Fayoulou qui est maintenant opposant à son régime. C'est ça l'opposition. Ils ne se comprennent pas. Mais de l'autre côté, lui étant en coalition avec le FCC, il cherchait à se retirer du FCC, donc du dictat du FCC, tout en voulant créer un autre camp peut-être qui pourra les sauver et l'aider à aller de l'avant. Dans ces conditions, il se crée une autre opposition dans le rang du FCC et à la présidence de la République, il reste isolé. C'est-à-dire, il faut qu'on sache qui s'oppose contre qui, quel est le vrai problème que le chef de l'État cherche à résoudre. Si c'est pour obtenir l'union sacrée comme il le dit, il doit chercher à ce qu'il y ait un médiateur qui puisse faire comprendre tout le monde afin d'obtenir cette unité. Parce qu'il s'agit d'une union. Cette union-là doit tourner autour des valeurs. Cette union doit tourner autour des objectifs. Cette union doit tourner autour des individus qui doivent la constituer. Mais si vous qui êtes décriés déjà, vous vous appelez à l'unité, qui viendra vers vous? Même si vous amenez les Katumbi qui sont au Katanga en attendant je ne sais quoi. Katumbi n'a pas participé aux élections. Katumbi n'avait pas de parti politique. Katumbi n'a jamais été acteur politique jusqu'au jour où il a fait agréer son parti politique dénommé Ensemble pour la République. Mais Fayoulou était là avec son SID il y a longtemps. Fayoulou a dit, vous m'avez volé, moi je ne peux pas pactiser avec vous. Donc, le président est parti pour diviser encore la Mouka. Quand il aura divisé la Mouka, va-t-il réussir à diviser également le FCC? Il ne saura pas. Les faits sont probants. Alors, dans ces conditions, moi je dis, ça relève, ça dénote d'une véritable distraction, du gaspillage de temps, mais ça n'aboutira absolument à rien. On perdra l'argent, on perdra le temps, on ne saura quoi faire, et il n'y a pas de programme autour duquel tout le monde devrait se mobiliser pour dire, malgré ce qu'il est accompagné. Donc, pour moi, en tout cas, franchement, c'est un jet à enfantin et de moindre valeur, de moindre considération. Il faut s'en défaire, tout simplement. Mais maître, vous dites qu'il n'y a pas vraiment de valeur nationale, mais quand vous écoutez le discours du président qu'il a tenu récemment, n'est-ce pas, il a relevé le point de discordance entre lui et son allié, à savoir ici le FCC, notamment la question de la justice, donc état de droit, la question de la territoriale, la question du portefeuille de l'État, la question de la défense et sécurité et la question de la diplomatie. Et ce sont des questions, n'est-ce pas, qui concernent la vie de la nation. Et est-ce que ne pensez-vous pas que le président se trouve dans une situation telle qu'il n'est pas à mesure de se positionner, de répondre aux desiderata des Congolais parce que leur accord, n'est-ce pas, avec Kabila les tient et ne peut plus, si bien qu'il ne peut pas respirer? Ne pensez-vous pas que ça serait une opportunité pour lui de réunir les forces vives, les membres de la société civile pour discuter de cette question? N'est-ce pas une opportunité? Oh là là, ce qu'il faut pour le président de la République, ce qu'il faut, c'est une souveraineté retrouvée. Il faut qu'il retrouve d'abord sa souveraineté en tant que chef de l'État.
Et à partir de là, on pourra maintenant constituer les valeurs. Ça veut dire? Vous comprenez? Pourquoi je dis cela? Le chef de l'État aujourd'hui n'est pas souverain. Lorsqu'il se plaint dans son discours en disant qu'on bloque son action, on bloque la diplomatie, on bloque, je ne sais pas, la territoriale, on bloque la défense, on bloque l'économie. Bon, il gère quoi alors? C'est qu'il n'est plus souverain, donc il vit seulement pour le salaire et peut-être pour l'honneur. Donc il devient un président protocolaire. Il l'a dit lui-même dans son discours sans le savoir. Alors, dans ces conditions, s'il reste président protocolaire, et qu'il veut reconquérir sa souveraineté, donc l'entièreté de son pouvoir, ce n'est pas à travers des consultations qu'il pourra le faire. Il doit maintenant user de ses prérogatives constitutionnelles en disant « j'en appelle d'abord tout le monde à la réconciliation et au calme ». Voici le sujet autour desquels nous devons discuter ici pour créer l'unité, disons, l'union sacrée qu'il veut, qu'il souhaite. Parce que vous vous rappelez que dans ce pays, il y a eu ce qu'on a appelé la cohésion, donc les concertations nationales pour créer la cohésion nationale. Vous vous rappelez de cela? Ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé encore une fois les dialogues de Sun City, les dialogues de Pretoria dont l'accord a été signé à Sun City. C'était pour rassembler tous les protagonistes afin de consolider la légitimité du pouvoir qui se trouvait à Kinshasa et Kabila a vaincu à travers sa malignité. Donc, pour celui-ci, au lieu de chercher un cadre approprié à travers lequel il pourra faire passer tout en étant vêtu de cette casquette de président élu, il devrait trouver un autre cadre au sein duquel la discussion va avoir lieu, où on réunit tous les députés, donc tous les parlementaires, le Sénat inclus, où on réunit les acteurs de valeurs, les acteurs, donc les leaders d'opinion de la République, ils participent à ces débats. Il y a des thématiques qui sont subdivisées à partir des commissions. Là, les conclusions de tous ces débats-là devraient lui permettre d'avoir une idée sur la conduite qu'il doit tenir et comment devra-t-il diriger la nation sur base des propositions qui auront été proposées, disons, sur base des propositions qui auront été produites par les débatteurs, les conférenciers. Mais s'il dit que bon, pour retrouver l'union sacrée, il faut que lui-même dirige le débat. Mais écoutez, alors qu'est-ce que la République, qu'est-ce qu'est la République en ce moment? Le président est occupé par des discussions avec toutes les couches de la République. Mais dans l'entretemps, où est la République? Qui gouverne maintenant à cet instant? Ces consultations visent quoi? Quel est l'objet principal pour lequel ces consultations sont convoquées? Est-ce qu'en allant voir Mosengo, est-ce qu'en allant discuter avec Corneille Nangaa, en discutant, je ne sais pas avec qui que ce soit, et les autres, qu'il aura finalement obtenu la conclusion selon laquelle voici ce qu'il doit faire pour se débarrasser de Kabila? Ce n'est pas le cas. C'est en invitant tout le monde de Kabila, y compris autour d'un débat où il obtiendra d'abord la validité de son mandat, de son pouvoir. Parce qu'à partir de l'accord qui lui est opposé, qui lui est imputé également d'avoir conclu en privé avec M. Kabila, il a retiré totalement. Cet accord, s'il a existé, c'est un retrait de sa légitimité des mains du peuple. On ne peut plus demander au peuple congolais de lui reconnaître le titre de président. On va dire c'est Kabila qui l'a imposé là-bas parce qu'il a conclu un certain nombre de points avec lui. Et donc c'est un président de Kabila. Il n'est plus celui qui représente le peuple congolais. Alors il sortira où l'union sacrée. L'union sacrée, et c'est avec l'IDPS, donc qui lui appartient d'ailleurs en tant que parti, et c'est avec le SID de Fayoulou. Quand il les considère au plan national, en se référant aux partis politiques, en se référant aux mouvements sociaux, en se référant, je ne sais pas, aux confessions religieuses, il n'aura rien comme résultat. En substance, il devra par contre se retourner encore sur lui-même pour rechercher d'autres voies. Mais s'il avait procédé par la convocation d'un dialogue national, un débat où tout le monde lui propose des solutions par rapport à la marche de la République, tout en étant président élu, il obtiendrait des solutions. Mais il a raté totalement, en tout cas, la pédale. Et en conséquence, vous allez me le dire, vous m'appellerez peut-être encore pour cette émission où je vous dirai, voilà, je vous avais prévenu que ce monsieur n'aboutirait à rien. Le résultat est qu'il n'a rien obtenu. Maintenant, ok. L'objet de cette consultation n'existe pas. Maintenant, connaissant la nature des politiciens congolais, qui sont vraiment très spécialistes dans les débauchages politiques, on les voit ici, on les voit là-bas,
Est-ce que Félix ne peut pas utiliser cette astuce pour les avoir, bien que l'FCC semble fermer complètement les portes? Si l'FCC semble fermer complètement les portes et que le président de la République veut par conséquent avoir les politiciens congolais par un débauchage, il n'y aura pas un gouvernement il y aura pas un gouvernement de 251 ministres. Ça n'existera pas. Parce que les Congolais aiment trop les postes, ils aiment se subdiviser, donc se partager le portefeuille de l'État. Les mangeoires. C'est-à-dire, s'il fait, voilà, les mangeoires. S'il veut avoir tout le monde autour de lui, il faut qu'il mette en place un gouvernement de 51 ministres. Parce que tout le monde veut être ministre. Il faut qu'il ait toutes les entreprises entre ses mains. Donc, les FCC n'aura aucune entreprise à gérer. Encore que ça, c'est impossible, où il doit injecter tous ceux qui ont fouillé les FCC et faire d'eux des mandataires publics. Là encore, c'est impossible, vous le savez. Maintenant, du fait que leur accord, bien qu'on ne l'a pas encore vu, bien que leur accord, on ne l'a pas encore vu, on ne l'a pas vraiment sous les yeux, mais selon l'information, parce que nous partons de l'information qui a été publiée par le journal Jeune Afrique, qui dit avoir reçu les enregistrements, n'est-ce pas, de Joseph Kabila, dans lesquels il dit que l'accord existe et il y a des témoins. Voilà l'information à partir de laquelle nous partons. Et donc, si cet accord existe en tant que tel, et qu'il est dénommé ou bien intitulé l'accord pour la paix et la stabilité en RDC, et que Félix, lui, il ne contrôle pas l'armée, il ne contrôle pas la sécurité, et comme preuve, lors de la prestation du serment par les 3 juges de la Cour constitutionnelle, vous savez, le chef de l'État, le chef d'état-major, même de la police, il n'était pas présent aux cérémonies. Pourtant, la Constitution dit que le président de la République, qui est Félix Tshisekedi, c'est bien lui qui est le commandant suprême des forces armées. Est-ce qu'il ne serait pas en train de mettre sa vie en danger parce que Kabila contrôle la police et l'armée, la sécurité, les renseignements? Quel est votre point de vue? Vous comprenez pourquoi je dis que ces consultations devraient s'arrêter, parce que c'est une simple distraction. Le chef de l'État, lui qui est censé supposer être le commandant suprême, constitutionnellement par là et juridiquement par là, il arrive d'abord dans un premier temps, il y a un incident, il y a un précédent. Le précédent, c'est lequel le chef d'état-major général se retrouve à Minembwe. Ok? Il se retrouve à Minembwe et le président de la République se trouve à Bruxelles. Lorsque le président rentre, il va à Goma où il déclare qu'il n'a pas envoyé son chef d'état-major général à mission. Comment s'était-il retrouvé à Minembwe? Alors, lorsqu'il rentre à Kinshasa, il convoque l'Assemblée nationale et toutes les autres personnalités. Son premier collaborateur s'appelle le chef d'état-major général des forces armées. Son deuxième collaborateur, c'est celui de la police. Mais ces 2 hautes personnalités du pays sèchent leur présence aux cérémonies portant prestation de serment des hauts magistrats. Vous comprenez d'abord par cela. Ça veut dire que ces autorités-là, militaires et policières, lui ont clairement déclaré que nous n'appartenons pas à votre régime. Nous ne vous reconnaissons pas. Parce qu'ils ont reçu l'ordre d'ailleurs. Vous comprenez? Alors, lorsque le chef de l'État s'évertue à convoquer les gens, à consulter les gens, je vais poser une petite question. Va-t-il consulter son chef d'état-major général aussi, lui qui a refusé de répondre à ses ordres? Va-t-il consulter le commandant de la police d'autre part, lui qui a également refusé de participer à la cérémonie? Donc toutes ces 2 questions nous ramènent à dire que le chef de l'État cherche à déclarer une guerre contre un cas politique qui lui a amené au pouvoir. Et quand il déclare cette guerre, il va se servir de quel instrument? Quand il se plaignait que non, on lui refusait d'apporter des changements, ainsi de suite, au sein de l'armée. Mais c'est lui qui signe les ordonnances, et pourquoi il s'est permis de signer ces ordonnances tout en sachant que ces ordonnances n'étaient pas en sa faveur. Donc, à cause de tout cela, je me dis, lui-même est problème. Donc, le président est problème, Kabila est problème, et l'autre camp-là de l'opposition, la Mouka, est aussi problème. Ce qu'il faut faire, c'est d'amener ces 3 problèmes autour d'une table pour qu'on dégage une solution qui devra les unifier
dans l'ensemble et sortir maintenant le vrai président de cette discussion-là qui sera reconnu par tout le monde. Sortir le vrai président, ça veut dire? Non, mais écoutez, sortir le vrai président, c'est-à-dire le président qui sera reconnu officiellement et qui pourra détenir les instruments du pouvoir. Les instruments du pouvoir sont la défense, la diplomatie et l'économie. Mais maintenant, celui-ci n'a ni défense, ni économie, ni diplomatie. Vous comprenez? Et puis ensuite, il se met lui-même à l'évidence que quand il déclare qu'aucun accord de quelque nature que ce soit ne saura lui priver de l'exercice de ses droits ou de ses prérogatives constitutionnelles. En disant cela, il déclare tacitement qu'il reconnaît l'existence de cet accord. Mais si cet accord existe, pourquoi il ne divulgue pas? Et s'il peut, est-ce que ça change quelque chose? Si ça ne change pas quelque chose, donc on cherche la solution en dehors du canal ou du chemin par lequel on devrait passer pour en avoir. Et ces consultations ne sont qu'inutiles et de nul effet. Elles ne produiront absolument rien. Sinon, en insistant de vouloir y aller par le forcing, un deuxième forcing qu'il veut occasionner, il est déjà dans un cas de violation de la Constitution de manière répétée et flagrante. On lui accuse de cela, on ne sait pas la suite sera comment. De deux, il veut passer par un deuxième forcing pour continuer à frustrer celui qu'on estime par ricochet qui lui a donné le pouvoir. Par la suite, il se met en danger. En conclusion, il se met en danger, et en se mettant en danger, donc, il met toute la nation en danger. Il faut beaucoup plus de sagesse pour assumer ces fonctions de chef de l'État. Ce ne sont pas des fonctions qu'on doit assumer avec légèreté ou avec passion. Pouvez-vous considérer que nous sommes en train de perdre les 5 ans? Ben, écoutez, nous sommes il y a 2 ans que nous venons de perdre. Même les sauts de moto ici, on n'en a jamais fini. Même les sauts de moto dans la ville de Kinshasa, on n'en a jamais fini il y a 2 ans. Parce qu'il y a des divergences politiques, on ne sait pas qui fait quoi. Alors, comment est-ce que dans une année qui reste 2 ans ici, on aura abouti à quelque chose? Il n'y a rien. Donc, la RDC est en train de reculer 5 ans en arrière. C'est comme si nous retournons dans le mandat de Kabila de 2011 qui commence en 2011 et se termine en 2016. Simplement, c'est ça. Donc la RDC est en train de rentrer en 2010 en attendant l'organisation des élections. Et quand nous allons nous retrouver en 2009, là c'est la violence. Ce fut le cas dans le pays. Donc là, on aura recommencé à zéro et cette présidence n'aura été qu'un gâchis pour le peuple congolais. Nous sommes en train de reculer en avançant. D'accord. Nous sommes en train de reculer à cause des deals. En avançant. Nous reculons en avançant. Oui. À cause du deal. C'est ça. À cause d'un deal conclu entre 2 individus, nous sommes en train de reculer. Nous avançons à reculant. Mais pourquoi la justice ne pourrait-elle pas ouvrir une information judiciaire contre les 2 personnes? Juste pour savoir c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, vous savez que vous croyez prendre et pris, c'est à cela que nous assistons. La justice est entre les mains de qui? Rappelez-vous du combat qu'il y a aujourd'hui. Le nez de tout, c'est lorsqu'il se permet de nommer des magistrats, disons des hauts magistrats à la Cour constitutionnelle. Donc, il ne contrôle pas la justice. Qui initiera l'action judiciaire contre les 2 individus? Qui initiera cette action? Et qui les jugera? Il y a des immunités juridictionnelles qui sont accordées à Kabila par une loi organique portant protection des anciens présidents. Cette loi existe, elle n'a jamais été abrogée. Elle sera abrogée comment? Lorsque nous savons que c'est lui encore qui détient la majorité parlementaire. Des 2, il y a lui-même le président, qui est encore en fonction, en exercice, qui va le mettre en accusation? C'est le Parlement. Mais est-ce que le Parlement peut-il le mettre en accusation auprès de la Cour constitutionnelle lorsque lui cherche à verrouiller cette même Cour constitutionnelle pour qu'elle soit acquise à sa cause? Et quand bien même on le mettrait en accusation, est-ce que cette Cour constitutionnelle a-t-elle les instruments ou le pouvoir de pouvoir interpeller le chef de l'État? Là encore, c'est difficile. Donc, ces 2 individus ont compliqué la vie de toute une république de manière à ce qu'il faut, en tout cas, un acte de courage
un acte de bravoure pour le peuple afin de s'en débarrasser. C'est tout ce qu'il faut. Et donc, vous en appelez à la population congolaise de faire quelque chose en tant que souverain primaire en vertu de l'article 5 de la Constitution? Non, mais écoutez, c'est tout simplement cela. Vous savez, qu'est-ce qui complique la vie de ces peuples? C'est lorsque le peuple accepte de se faire diriger par des gens qu'il n'a pas élus. Vous vous rappelez qu'au cours de l'Assemblée nationale, tout le monde a décrié que les députés ont été nommés dans des bureaux. La preuve est que ces fameux accords. Cet accord dit, mais donc le président a été nommé dans un bureau quelque part après avoir conclu un deal avec son prédécesseur, au même titre que les députés nationaux, parce qu'il fallait se conserver une majorité à l'Assemblée nationale. Il a nommé ceux qui savaient que ce sont des radicaux qui n'accepteront jamais perdre le contrôle des instruments du pouvoir. Et il a proposé une liste à la CENI que la CENI n'a fait que valider. Vous voyez, donc, le peuple a élu d'autres personnes qui sont dans la rue aujourd'hui. Ceux qui n'étaient pas élus sont ceux qui sont au Parlement. En conséquence, le peuple devrait contester en disant nous ne reconnaissons pas ceux qui nous représentent à l'Assemblée nationale, au gouvernement, comme dans les autres institutions. D'où nous voulons un changement, qu'on nous donne nos propres élus. C'est là que le peuple demande des comptes. S'il n'y a pas de nouveaux élus, écoutez, l'Algérie nous a fourni un exemple, il y a le Soudan qui nous a donné un bel exemple, le Burkina Faso, il y en a beaucoup de pays. La Tunisie, n'en parlons pas. Donc, il faut recourir à cette formule si on veut sortir de ce bourbier. Si on ne peut pas y recourir, même les formules auxquelles fait recours M. Tshisekedi ne pourront jamais résoudre le problème. Au contraire, ils s'enfoncent encore dans le noir et malheureusement, c'est contre les intérêts du peuple que cela se passe. Et pour nous autres, nous nous disons, bon, le moment viendra peut-être où on pourra donner un avis ou une position par rapport à tout ce qui se passe, mais pour l'instant, moi je considère qu'il y a un vide juridique. Un vide juridique est à la tête de l'État et dans les institutions. C'est tout simplement cela. Merci beaucoup. Mais moi je pense que cette affaire a aussi des enjeux internationaux. Peut-être que Kabila, lui, compte sur les Russes et les Chinois, alors que Félix, le président, compte sur les Américains, dont l'ambassadeur Amer, qui est l'omniprésent à Kinshasa. Peut-être il a le soutien, il aurait le soutien des Américains, peut-être, au cas où ça bardait, et il aurait le soutien militaire ou bien le soutien diplomatique des Américains. Que pensez-vous de ça? Je voudrais, ça c'est un débat d'abord de la rue, mais je me permets d'y répondre. Avoir le soutien des Américains, le soutien des Russes et des Chinois, ça doit être OK. Mobutu, lorsqu'il avait le soutien des Américains, était parti rencontrer le chef de l'État américain Nixon à l'époque. Et il a été accueilli sur le tapis rouge comme un roi des États-Unis. Vous le savez. Mobutu, non seulement Mobutu, Joseph Kabila, quand il arrive au pouvoir, George Bush l'a invité expressément en disant « Monsieur le Président de la République, venez », alors qu'il n'avait pas encore été élu. La question de guerre s'est traitée sur une table avant même que les négociations de Pretoria n'aboutissent à quelque chose. Là, la réponse était déjà là, il fallait que les Rwandais se retirent et tout le monde. Voilà le début du soutien des Américains en faveur d'un président congolais. Les Russes, lorsqu'ils ont constaté que Joseph Kabila était sous pression, ils ont obtenu la signature d'un accord militaire avec le gouvernement congolais qui a été couché sous forme d'une loi à l'Assemblée nationale, même si cette loi n'avait jamais été promulguée. Mais au moins, il y a une loi qui couvre la coopération militaire entre la RDC et les Russes. Les Chinois avaient apporté 9 milliards de dollars de financement de projets de Kabila lorsqu'il s'est tourné contre les Américains en allant vers l'extrême-orient. OK? Maintenant, le cas de ce président ici dont on nous parle, qu'il aurait le soutien malheureusement des États-Unis. Lorsque Mike Hammer l'amène aux États-Unis, dans un premier temps, il le fait recevoir dans les cimetières. Il n'a vu ni Mike Pompeo, le secrétaire d'État aux affaires étrangères des États-Unis, il n'a vu ni Donald Trump, il n'a vu ni le président du Sénat ou du Congrès ou quoi que ce soit. Il a été accueilli par des vétérans de l'armée américaine, donc qui n'existent plus dans les structures officielles de l'armée
américaine. Et ce sont les vétérans-là qui lui ont donné, notamment les Herman Cohen, ainsi de suite. Ils ont fait circuler, humilier notre président aux États-Unis et c'est révoltant. Quand il rentre ici, on nous parle des accords conclus avec qui? Il n'y a pas eu un accueil ou une réception officielle. Tandis qu'au lendemain, c'est Paul Kagame qui a été accueilli et reçu par Donald Trump. Et ça faisait au moins 2 jours du retrait, du retour du président congolais. Kagame a été reçu par Donald Trump. Pourquoi on doit avoir du temps pour quelqu'un? On sait qu'il y a un nouveau venu qui devrait entrer en contact avec les nouvelles autorités pour consolider les relations américo-congolaises. Donc, pour dire que si le président Tshisekedi avait l'appui des Américains, la RDC n'aurait pas besoin de demander une aide financière ou une dette auprès des FMI et depuis 2 ans. La RDC ne devrait pas solliciter la Banque mondiale à financer certains projets d'intérêt national sans que la Banque mondiale sortir cet argent sur influence des Américains. Les États-Unis eux-mêmes nous viendraient en aide. La plus haute technologie militaire se trouve aux Amériques. Les États-Unis peuvent y détecter n'importe qui dans la brousse où que vous vous cachiez. Mais comment est-ce que les ADF malmènent les gens? Des groupes rebelles à l'Est existent. Les États-Unis n'ont jamais envoyé même un petit drone de reconnaissance pour dire nous apportons notre appui militaire au FARDC. Dites-moi, cet appui militaire, cet accord militaire-là, d'appuyer un soutien militaire ou un soutien diplomatique de quelque nature que ce soit, qu'est-ce que ce soutien, qu'est-ce qui les caractérise en acte sur le terrain? Qu'est-ce qui les prouve que réellement cet appui ou ce soutien existe? Ce ne sont que des verbiages auxquels nous assistons, nous attendons cela par des Wewa et toute la suite, toute la série de ceux qui chantent à longueur de journée qu'il y aurait un appui militaire américain ou un soutien au gouvernement américain. Mais le Mike Hammer ici, vous voyez, il venait encore une fois d'orchestrer notre coup malheureux contre le Congo quand il dit que les États-Unis ont conclu un accord militaire avec la RDC. Ça, il ne s'agit pas d'un accord militaire. Ça c'est un protocole. C'est un protocole d'appui pour la formation des cadres, qui n'est pas un accord militaire. Quand vous les considérez, il parle de l'apprentissage de l'anglais aux officiers congolais. Qu'est-ce que cela a à faire avec la défense? Encore que quand il les conclut, c'est devant l'attaché militaire, le lieutenant-colonel dont j'ignore les noms, un attaché militaire de l'armée américaine. Mais il est toujours à Kinshasa, ce monsieur. On verrait le ministre de la Défense se déplacer, conclure un accord avec l'autre ministre de la Défense de la RDC. Ou alors les 2 chefs d'État devraient en parler avant que les services techniques ne puissent élaborer un document qui conclurait cet accord. Ça n'existe pas. Mais tandis que Kabila, dans les concrets, vous avez vécu ce qu'il avait fait. Je ne vais pas l'inventer ici, mais il faut parler des faits réels. Alors, supposer qu'aujourd'hui ou demain, en cas de quoi, l'Amérique viendrait, je ne sais pas, appuyer militairement. D'abord, je n'ai jamais vu les États-Unis déployer des troupes pour défendre un président d'un pays X. Il y a des règles de souveraineté qu'il faut respecter. Engager l'armée américaine, ce n'est pas l'ambassade qui le fait. Moins encore le ministre américain de la Défense. C'est le Congrès qui décide. Lorsque Donald Trump conçoit un programme militaire quelconque, ou d'intervention, ou de protection, ou même d'exercice, il doit élaborer ce programme par écrit. Il consulte, il se réfère au Congrès américain. Le Congrès approuve ou désapprouve. Si le Congrès dit non, il n'y a pas d'appui. Si le Congrès dit oui, allez, on lui donne le feu vert, maintenant là, il agit. Mais est-ce qu'on a atteint ce niveau-là? On n'en a jamais parlé au Parlement américain. Comment on va parler des accords militaires ici avec un simple ambassadeur et on dit ça c'est un accord qui engage les États-Unis? Dans quel pays au monde vous avez vu un ambassadeur engager la défense de son propre pays dans une activité quelconque? Tout ça c'est de la poudre aux yeux. Et ce sont ces distractions ici qui font que le président aujourd'hui se retrouve en difficulté face à tout le monde. Parce que ceux qui le conseillent sont d'abord des gens vantards qui ne comprennent absolument rien et qui pensent que ce qu'ils se mettent en tête est la réalité des choses. Et pourtant, la réalité est tout autre. Donc, il aurait dû faire recours à des experts pour l'aider à conduire le peu, à gérer le peu de pouvoir dont il dispose, afin de donner, en cas, de réponses aux questions fondamentales de la population congolaise. On a besoin de réponses à ce niveau-là. Pas de discours pieux ou même de projections dont on ne connaît pas la mise en œuvre se fera comment, ou dont on ne connaît pas comment est-ce que les choses se seraient structurées. Non. Il pourrait par contre me parler
parlé d'une coopération au renseignement avec Israël et non pas toucher les États-Unis. C'est Israël qui pourrait l'aider à organiser les renseignements de son armée et quelque chose d'appui ou d'équipement militaire. Là, c'est compréhensible. Et non pas les États-Unis, mon père. Les États-Unis sont une puissance incommensurable, incontournable et indéfectible. Quand ils décident d'appuyer, ils les appuient et vous constatez sur le terrain que réellement il y a un appui militaire. Mais Kabila est à Kingakat, il y a 2 mètres. Où est-ce que vous avez vu un dispositif militaire autour de lui, ou peut-être pour sécuriser les installations aéroportuaires, routières ou stratégiques à la présidence? Il n'y a rien. Quels sont les appareils qui surveillent le mouvement du chef de l'État, y compris assurer sa sécurité? Il n'y en a pas. Donc tout le monde peut s'introduire, il sort comme il veut, et personne ne va dire que voilà, le chef de l'État a été peut-être a subi tel ou tel autre coup. Il ne faut pas mettre la vie du président en danger en croyant qu'il y a un accord militaire qui existe ou un appui ou un soutien des États-Unis. Il n'y en a pas officiellement aujourd'hui. On attend l'officialisation de ce que lui-même considère comme appui militaire. Si voyage effectué aux États-Unis, n'a jamais rencontré une autorité américaine officiellement. Il ne fait que spéculer autour de la résidence ou de l'hôtel où Herman Cohen et Mike Hammer l'amènent. Mais il n'a jamais rencontré une autorité conséquemment. Et moi, je regrette le fait que ce gaspillage n'ait rien produit pour la République démocratique du Congo. La preuve en est que, depuis qu'il a effectué plus de 150 voyages, même une sentinelle n'est venue de l'extérieur pour investir au Congo. On n'a même pas vu quelqu'un pour fabriquer de l'eau. Alors ce sont ces histoires qui embrouillent la tête de celui qui dirige, croyant que tout se fait mécaniquement comme lui le constate. Ce n'est pas le cas. Et c'est le cas même de ces consultations ici. Elles n'aboutiront à rien. C'est égal au voyage qu'il effectue constamment à l'extérieur sans rien amener au pays. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vais vous poser la dernière question, afin de nous séparer. Oui. Si aujourd'hui vous étiez le conseiller spécial de Monsieur le Président Félix Tshisekedi, que lui auriez-vous conseillé par rapport à leur deal avec Kabila? De continuer dans le deal jusqu'à la fin du mandat? De faire le forcing? Il n'y a pas... Attendez. Si moi j'étais le conseiller spécial du chef de l'État, comme vous l'avez dit, aujourd'hui il n'aurait même pas de problème. Il n'aurait aucun problème, Tshisekedi. Et il serait peut-être aimé par toute la population. Que je lui conseillerais à faire des choses élémentaires. Je lui conseillerais à faire des choses simples mais significatives. Je lui conseillerais, en plus, à respecter ce qu'ils se sont dit avec Kabila, mais tout en travaillant dans l'intérêt de la République, dans l'intérêt du peuple congolais. Parce que si du moins il veut se détacher de cet accord, il crée une fissure contre lui-même. Il crée une rupture brusque qui risque de lui coûter tout. Ça vaut la peine. Comme il a voulu le pouvoir pour le pouvoir, je pourrais lui conseiller de demeurer dans ce deal conclu avec son chef. Mais dans l'entretemps, on travaille pour la nation, on travaille pour le peuple. Et en 2023, le peuple jugera, il n'y aura plus de deal. Et je pourrais même l'aider à récupérer l'entièreté des instruments du pouvoir sans violence, sans se disputer même avec Kabila. Merci. Mais le fait est d'être plaintif, de faire la volonté de son entourage. Il est en train de se noyer lui-même et je regrette parce que on finira mal s'il continue sur cette lancée. Merci beaucoup pour cette intervention. Je pense qu'il nous reste 10 minutes. Je vais devoir résumer votre pensée et résumer l'émission. Ça, ce n'est que la première partie. Et la deuxième partie, qui sera, n'est-ce pas, organisée demain mardi, à la même heure, 19h, nous allons analyser les aspects juridiques par rapport à la nature du contrat, l'objet, consentement, ainsi de suite, d'autres analyses plus approfondies. Merci beaucoup d'être là. Merci de continuer à partager nos émissions, chers internautes, chers abonnés. Au revoir, maître, et à plus tard. Je vous remercie. Au revoir. Ok. Voilà. S'il faut résumer le propos de Maître Didier, notre invité, il faut dire que l'accord signé entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, c'est un accord nul et de nul effet, parce que ça viole la loi et la Constitution. Deuxièmement, Félix Tshisekedi, lui-même étant le problème à la crise qu'il a créée,
il ne peut pas être en même temps juge parti. Et donc, il faut qu'il y ait une tierce personne ou une tierce intervention qui pourra, n'est-ce pas, être juge dans cette affaire. Et troisièmement, ce qu'il faut retenir est que sur le plan international ou régional, certains pensent que Félix est appuyé par les Américains. Pourtant, il n'en est pas le cas. Et Kabila, il constitue toujours un danger et il peut nuire à tout moment. Et donc, pour notre intervenant, Félix doit assumer et aller jusqu'au bout de son deal avec Joseph Kabila pour ne pas nuire aux intérêts de la nation. Deuxièmement, il faut noter que Kabila, il a toujours le soutien des Américains de manière implicite parce que les Américains, comme d'autres puissances, ils sont là pour la juxtaposition de leurs intérêts. Et donc, il ne faut pas perdre de vue que Kabila aille à travailler pendant 18 ans avec ces gens-là. Ce sont eux qui l'ont formé et ils les connaissent et lui aussi les connaît. Et ils savent que c'est un homme de parole, contrairement à Félix Tshisekedi. Et donc, Félix, c'est quelqu'un qui vient, franchement, dans la vie politique en tant que président. Et donc, il faudra qu'il y ait le temps pour se tisser des relations avec d'autres chefs de l'État. Et donc, il risque de perdre beaucoup. Et donc, en guise de conclusion, nous pensons, comme notre invité, que Félix doit assumer les conséquences du deal, mais l'RDC n'est pas à vendre. Voilà, demain, nous allons poursuivre avec la deuxième partie pour décortiquer les contrats et répondre maintenant aux questions de manière profonde si l'RDC est une propriété privée ou l'RDC est un objet qui peut entrer dans les commerces comme l'ont fait Félix Tshisekedi et Joseph Kabila avant les élections de 2018. Et quelles sont les conséquences qui peuvent en résulter? Est-ce qu'il y aura des poursuites judiciaires? Est-ce que pouvez-vous envisager des conséquences du point de vue diplomatique? Voilà des questions auxquelles nous allons tenter de répondre demain à la même heure. Merci beaucoup d'être fidèles à nous. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez le faire et veuillez partager notre émission. Merci beaucoup, bonsoir et à plus tard, à demain. Bye.